il y a aussi l'aspect international. On ouvre ça à des collaborations avec des partenaires en Europe, en Asie, peu importe sur la planète, les gens qui se pensent sur les grandes questions, de voir au large c'est quoi tous les outils, puis comment ils se font utiliser. Donc, c'est ça, c'est une vue d'ensemble. Puis finalement, le mandat de l'OBIA, c'est de regarder la société, de contribuer les inquiétudes de la société et de bien comprendre ce qui se passe avec le IA. Donc, la plateforme, c'est ouverte, tout est accessible, les données sont ouvertes à n'importe qui pour les analyser ou pour contribuer des nouveaux données dans le système qu'on va bien voir quand Simon va nous faire un aperçu de plateforme et tu vas voir comment tous les gens puissent contribuer. Il y a un projet de côté associé avec ça pour informer comment on fait le design de notre plateforme et comment nous procédons pour organiser les possibles caractéristiques qu'on veut comprendre de chaque outil qui existe sur la planète. C'est un grand projet. Donc, c'est ça, c'est un autre projet qui est en cours pour comprendre c'est quoi l'éducation. En soi, c'est un genre de cartographie aussi, de comprendre c'est qui les acteurs, c'est quoi les technologies du IA et comment ils se parlent l'un et l'autre. Et pour finalement choisir des indicateurs qui sont les plus intéressants ou pertinents. Donc, dans le coin, un petit aperçu de ce projet en développement qu'on présentera sûrement l'année prochaine, ce colloque ici. Voici un peu des indicateurs que nous avons finalisés ou choisi de commencer avec. Donc, c'est toutes sortes d'affaires à qui ça s'adresse. Vous voyez aussi, il y a des autres acteurs de l'éducation, des apprenants à besoins spéciaux, et ça pourrait être aussi les apprenants dans l'éducation continue de toute la vie, donc l'éducation dans le large aussi, pas juste dans les institutions. Côté technologique, c'est quoi le type de système de IA qui est en train d'être utilisé? Même ces choix-là de catégoriser, là, il y a plusieurs façons de le faire. Voici ce qu'on avait choisi, qu'on commence avec. On va voir bien si ça reflète bien de distinguer les différents types de systèmes. Voilà aussi, c'est payant ou non, c'est gratuit, le nombre de personnes, les nombres d'utilisateurs. Là. Il y a d'autres indicateurs aussi. Le base de données, finalement. Donc, on a créé une plateforme, on a entré des données des différents outils. Il y a plusieurs étudiants qui se penchaient sur cette question, sur ce travail-là. Après l'octobre 2020, plus que 200 entrées, je pense qu'il y en a 240, quelque chose comme ça. Et c'est principalement les outils qui fonctionnent avec le IA. Mais aussi, on joue avec la question des initiatives ou projets portant sur le IA en éducation. Donc, c'est des projets qui ne sont pas nécessairement des outils, mais des analyses, des recherches. Ça, c'est un sujet secondaire qu'on ne cible pas principalement maintenant, mais on va voir bien, surtout des études qui sont liées aux outils qui sont déjà dans le système. Ça commence à être une partie de la plateforme aussi. L'accès aux bases de données, on a 4 façons de voir ça. Et Simon va nous présenter ça dans une démonstration live bientôt, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps. Mais il y a une cartographie interactive, on vient expliquer ça bientôt. Moteur de recherche pour trouver avec un filtre sur les genres de catégories que nous cherchons. Une simple liste des projets avec filtre aussi. Puis, de visualiser ça sur la planète où c'est développé, dans quel pays, dans quelle ville. Voici juste un vite aperçu d'une simple liste. On voit une entrée d'un outil qui est là, qui s'appelle les assistants. Bon, toutes les informations. Il y en a plus si on vire à droite.
Mais on va regarder ça plus tard avec Simon. Voilà, il y a une simple liste, un moteur de recherche où, après avoir fait la recherche, on a toutes sortes de ressources qu'on puisse regarder un après l'autre. Voilà, carte du monde. Et finalement, une cartographie interactive. On voit ici, ça c'était les catégories les types d'usage de IA, quelle sorte de technologie de IA est en train d'utiliser dans un système quelconque appliqué à l'éducation. Puis ici, ils sont catégorisés. Donc, quand des nouveaux, donc on voit qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'analytique et moins dans les systèmes experts. Mais si on ouvre l'analytique, on voit un peu comment c'est distribué parmi genre, le public cible. Donc, on peut voir dynamiquement la répartition de ces projets-là. Puis, quand des nouveaux données sont rentrées, bien ça change automatiquement avec toutes les données qui sont disponibles. Donc, avec le temps, la grandeur des bulles va être différente de l'un à l'autre. Base de données dynamique et participative. Voici l'invitation de contribuer vous-même ou si un organisme à l'étranger qui a une vision une catégorie d'outils qui ne sont pas dans notre système. Mais il peut les identifier puis faire une contribution. Ils deviennent des partenaires, des collaborateurs sur le projet. Ça peut mener à d'autres discussions et sûrement quelque chose de fructueux. Et voilà, sur l'onglet contribuer, et on peut facilement commencer à rentrer une nouvelle ressource avec toutes ces caractéristiques qu'on vient de voir. Donc, merci d'avance pour toutes ces suggestions et contributions. Et voilà, on va aller tout de suite pour qu'on puisse avoir du temps avec des questions à la fin. On veut avoir la joie de les gens qui sont là en présent, mais pas en présentiel, mais présentes pour demander des questions et contribuer. Donc, on ira aux démonstrations en direct avec Simon. Je vais starter mon share. Merci Chris. Donc, oui, en fait, je vais vous montrer un peu de quoi a l'air la plateforme qui est en ligne actuellement. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Moi, oui. OK, parfait. Donc, ça, c'est la page d'accueil en fait de notre plateforme qui est en ligne, comme je vous le disais. Et puis, sur cette plateforme, comme Chris l'expliquait, il y a 4 principales façons d'accéder aux données qui sont dans notre base de données. Donc, je peux peut-être y aller dans l'ordre que Chris a utilisé pour les présenter. Donc, dans un premier temps, la simple liste. En fait, ce que ça nous permet, ça, c'est vraiment de passer de façon plus générale sur l'ensemble des ressources pour avoir une vue d'ensemble de toutes les informations détaillées qui sont en lien avec chacune des entrées dans la base de données. Donc, comme vous pouvez voir, cette liste-là permet de consulter chacun des indicateurs. Donc, par exemple, on commence avec le nom, l'adresse URL, le coût, l'adresse physique, donc géographique, ce qui nous permet d'alimenter la portion carte du monde de la cartographie, l'année de création, la catégorie. Donc, quand on dit catégorie, c'est vraiment au niveau de est-ce que ça s'adresse, est-ce que ça a été conçu ou ça s'adresse à des personnes du milieu académique scolaire ou encore est-ce que c'est un outil commercial? Donc, dans ces deux cas-là, on peut différencier. Le public cible, le type d'usage de l'intelligence artificielle. Ici, c'est l'indicateur technologie. Le nombre d'usagers. Comme vous pouvez le voir, parfois, là, c'est inscrit 0 parce qu'on n'a pas l'information. Évidemment, comme l'a expliqué Chris également, c'est une plateforme qui est en constante évolution et on compte aussi sur la participation du public ou des gens de l'industrie de l'intelligence artificielle ou du monde académique, du monde scolaire de contribuer, d'ajouter de l'information. Donc, lorsqu'il y a des informations manquantes comme ça et que vous avez la réponse, ben, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Puis nous, ça nous fera plaisir de mettre à jour cette base de données qui sera en constante évolution et qu'on veut vraiment participative et inclusive à cet égard-là. Ensuite, on a les concepteurs, la description de la ressource,
Et puis, par la suite, on a un ensemble d'autres indicateurs qui sont un peu plus détaillés, qui nécessitent une connaissance plus approfondie de la plateforme. Donc, quelle est l'évolution de l'outil? Décrire comment fonctionne cet outil, l'utilisation qu'on peut en faire, les raisons qui ont poussé à créer cet outil, qui sont les personnes responsables, les stratégies qui ont été implémentées dans les organisations pour utiliser l'outil, les avantages, les limites, etc. Et pour terminer, des publications. Donc, parfois, lorsque des publications scientifiques ou professionnelles ont été effectuées, bien, on va les ajouter juste pour pouvoir donner une piste de réflexion, pour montrer qu'il y a déjà des études qui ont été faites et voir comment cet outil-là a été étudié dans un contexte expérimental ou scientifique empirique. Alors voilà, ce sont l'ensemble des indicateurs qui apparaissent dans cet onglet. Ce qui est intéressant avec cet onglet aussi, c'est que toute cette liste est exportable en fichier Excel ou en fichier PDF. Comme on vous l'a dit, ce sont les données ouvertes, en fait, ça se veut participatif. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez exporter le fichier Excel pour filtrer d'une façon que vous préférez ou peu importe, pour utiliser les données d'une autre façon, il n'y a pas de problème. C'est à ça que ça sert. Donc, exportation en Excel, en PDF. Et vous avez aussi l'opportunité dans cette liste de chercher en fonction des différents indicateurs que je vous ai mentionnés. Donc, ici, on a retenu 4 principaux indicateurs pour effectuer la recherche. Dans le deuxième onglet que Chris a présenté, moteur de recherche, ici, c'est une interface un peu plus je dirais, convivial, ou en tout cas qui est un petit peu plus esthétique, si on veut, qui permet de consulter les ressources sous la forme de tuiles. Et là, ici, on voit bien la constitution de chacune des tuiles, l'image de la ressource. Ici, dans les petites étiquettes, nous avons les usages de l'IA, donc l'analytique, système expert, etc. Le nom de la ressource avec un lien qui amène vers la ressource en question, une petite description écourtée et évidemment, on peut accéder à la fiche complète. Et lorsqu'on appuie sur fiche complète, je vais le faire tout de suite après, là, on voit vraiment l'ensemble des indicateurs, un peu comme sur la liste détaillée. Et un autre aspect intéressant, c'est qu'on a les petites icônes qui apparaissent dans le bas des tuiles. Et ce que ces icônes-là nous indiquent, en fait, c'est le public cible. Et peut-être je vous référais à la légende en haut, là. Donc, la légende vous indique ce que signifie l'ensemble de ces icônes. Et donc, évidemment, ici, par exemple, on aurait une ressource qui est principalement pour les élèves du secondaire, qui est disponible pour les élèves à besoins particuliers et qui a été conçue dans un contexte académique. Donc, voici, c'est un peu ce que ça veut dire de façon générale. Et puis, donc, l'ensemble des ressources sont affichées de cette façon-là sur plusieurs pages. Et encore une fois, on peut utiliser ce moteur de recherche avec les 4 indicateurs qui sont disponibles ici. Euh, pour ce qui est de la suite carte du monde, OK. Alors, dans la carte du monde, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que chacune des ressources sont positionnées en fonction des adresses, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On peut, lorsqu'on entre une ressource, indiquer l'adresse physique. Et donc, ça les affiche sur la carte. On peut voir ici qu'on a une assez bonne représentativité à l'international. Évidemment, on ne couvre pas tous les pays, mais on a quand même une forte représentation en Amérique du Nord et en Europe. Ce qui est intéressant de ce processus participatif de conception de la plateforme, c'est qu'on compte justement sur la collaboration du public et des gens de l'industrie pour nourrir la plateforme et justement aller combler les petites lacunes au niveau de la représentativité internationale. Alors, si on peut avoir plus de ressources en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, donc ce serait intéressant d'avoir plus de ressources comme ça qu'on n'a peut-être pas retrouvées en faisant notre recension, mais que vous connaissez peut-être ou que des gens souhaiteraient soumettre. Donc, ce serait vraiment dans cette idée-là qu'on veut avoir une plateforme participative. Et donc, finalement, la cartographie interactive. Ah, peut-être, je reviendrai rapidement sur la carte du monde pour vous préciser qu'on peut, en fait, zoomer dans la carte et on peut aussi sélectionner les ressources et on voit la description apparaître et on peut cliquer. Donc, ce n'est pas seulement les points, là, on peut vraiment, c'est interactif, là, on peut vraiment aller se promener. Alors, voilà.
Ça, c'est pour cette partie-là. Et enfin, on a le cartographie interactive. Donc, pour la cartographie interactive, comme vous l'a dit Chris tout à l'heure, la proportion des cercles, en fait, la grosseur des cercles est proportionnelle à la quantité de ressources à l'intérieur. Donc, lorsque, par exemple, j'appuie sur Analytique, je vais entrer dans la bulle analytique et là, je vais voir le public cible. Donc, à qui est destiné, à qui sont destinées les ressources. Et ici, je peux vraiment cliquer sur enseignante, par exemple. Et là, je vois qu'il y a 67 ressources en analytique pour les enseignants. Et à ce moment-là, je peux cliquer sur consulter les ressources et ça m'amène à la section moteur de recherche. Mais là, il y a vraiment mes petites critères, mes critères de recherche qui sont déjà programmés et ça affiche seulement les ressources en question. Alors, c'est ce qui fait le tour un peu des 4 méthodes pour naviguer dans la plateforme. Évidemment, je vous invite à visiter cette plateforme, à vous l'approprier. Puis, si vous avez des questions, on va ouvrir une période de questions à l'instant, s'il y a des questions qui ont émergé dès maintenant. Sinon, évidemment, vous pouvez nous contacter. Sur la plateforme, il y a un onglet en haut dans le haut à droite, Contacter. Et ici, vous pouvez vraiment donc nous écrire et on va s'assurer en fait de vous répondre et de faire en sorte que les changements soient apportés lorsque c'est nécessaire. Et peut-être je terminerai en vous présentant l'onglet Contribuer. Dans cet onglet-là, en fait, ce qui est possible, c'est de soumettre, comme le disait tout à l'heure Chris, vos ressources. Et donc, il y a un formulaire qui apparaît qui est très intuitif, qui est très simple à remplir. Et à ce moment-là, vous pouvez soumettre des ressources que vous connaissez ou que même vous avez créées peut-être. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de la navigation en direct dans la plateforme. Je vais arrêter le partage d'écran et je vous... En fait, bon, 21, il nous reste du temps pour des questions. Donc, je vais vous permettre... Est-ce que s'il y en a qui ont des questions, en fait, seulement lever la main, la petite main J'ai dans... vu une question, quelqu'un m'a demandé s'il y avait un glossaire de tous les termes et nos caractérisations, et je pense que la réponse est non. Mais c'est une bonne idée, Simon, on n'a pas ça encore. Non, c'est ça. En fait, Hein. on est en train de travailler là-dessus dans le cadre du travail sur l'ontologie, là, que Chris a abordé brièvement tout à l'heure. C'est un projet qui est en cours. On est vraiment en train de travailler sur ça, puis ça devrait paraître au cours de l'année, on va se donner du temps, au cours de l'année 2021. Alors, voilà. Mais c'est quelque chose qui devrait arriver, là, un glossaire avec tous les termes qui sont employés pour les usages de l'IA, mais aussi pour les concepts qu'on utilisera dans notre Mhm. ontologie. Donc, Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser ouais, le quelqu'un demandait pour un exemple d'une ressource. Euh, peut-être, Simon, tu pourras montrer, puis on va regarder pour des autres questions. En attendant, on pourrait ouvrir une ressource, puis ben, je pense que vous l'avez vu, là, surtout dans le, je ne suis pas certain de comprendre la question. un exemple d'une ressource. Ça, ce serait, on pourrait parler de euh, ben, OK. Duolingo qui montre un outil d'éducation Mhm. pour apprendre des langages. Ça, c'est dans le système, puis on peut voir c'est où que c'était construit. C'est utilisé mondialement. Je pense que le nombre d'utilisateurs, c'est dans les millions. Euh, mais c'est dans notre système. Je ne rappelle pas exactement de, les nombres associés avec. Mais ouais, tous les outils où on apprend quelque chose, ils devraient être là-dedans. Puis s'ils ne sont pas, ben, signale-nous là, que hey, on n'a pas fait notre job. C'est sûrement. Ben, on a fait notre job, c'est de créer un système où on peut avoir ces contributions-là, justement. Exactement. Puis lorsqu'on recherche peut-être présenter avant de prendre la question de Charles, euh, Ah, peut-être je vais juste, pendant qu'on fait des. Ah oui, vas-y. Je vais te... donc, Ah oui, Duolingo, voilà, c'est ça. par exemple, lorsqu'on utilise la section moteur de recherche, ou dans toutes les sections, en fait, on peut le trouver, pas dans la carte du monde, mais on peut taper, en fait, le nom ou des mots-clés, là. Et puis ça nous permet justement de trouver des ressources comme Duolingo et d'accéder à la fiche complète. Et dans la fiche complète, on retrouve en fait les mêmes informations qu'on retrouvait dans la liste détaillée, mais sous une forme plus aérée, si on veut, le mieux, plus organisée
en fait, organisé à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Donc, Bon, vu qu'il nous reste comme 1 minute, Simon, je vais partager le dernier écran de présentation, puis on va le clore. bon, on peut peut-être prendre la question de Charles avant, Chris, si tu veux bien. On peut Ah, peut-être dépasser OK, d'une oui, minute. Ah, bon. d'accord. Et c'est quoi la question de Charles? Mais merci, c'est gentil. Ah, Je oui. suis un non-initié. J'avais 2 questions, mais peut-être qu'on n'a pas assez de temps. La première, c'est, peut-être vous l'avez dit dès le début, là, je suis arrivé 5 minutes en retard. Quels sont les critères de sélection? Comment vous discriminez, dans le fond, le choix de certaines ressources versus d'autres? Premièrement. Puis la deuxième question, parce que des fois, je trouve des ressources, je suis en train de fouiller sur votre outil formidable, là, je le découvre en même temps, je trouve ça vraiment colossal comme travail. Mais il y a aussi des éléments comme, tu sais, on voit des environnements numériques d'apprentissage comme D2L ou même une référence comme Khan Academy. Puis je me demandais si ces éléments-là étaient vraiment de l'IA. Euh, donc, peut-être une question trop large là, pour le temps qui nous impose. Oui, ben, les critères sont assez larges. Si on regarde à quel point quelque chose contient c'est l'IA et le numérique. Donc, il y a des outils existants que dans le passé, on voyait comme c'est très intelligent, donc c'est du IA. Aujourd'hui, on dit, oh, c'est juste un automatisme. Donc, c'est un sliding definition de c'est quoi le IA. On n'a pas assez de données là-dedans pour dire que là, il faudrait commencer à avoir genre une catégorie qui est juste genre numérique, mais pas IA. Donc, si on essaie comme Khan Academy, c'est un bon exemple. Si on essaie là-dedans, ben, peut-être on va faire une catégorie différente, puis dans les petites bulles, ça va être à part de les autres. Puis on va voir un aperçu où il y a du IA, mais c'est autres choses qui sont liées à ça. Donc, c'est une bonne question, puis ça émerge avec le temps. Le plus il y a des contributions, peut-être on va commencer à avoir des contradictions là-dedans. Puis peut-être, voilà. si je pourrais ajouter à ça, en fait, souvent, soit ce sont des ressources qui sont entièrement fondées sur l'IA, donc ou qui fonctionnent avec l'IA de façon importante, ou qui ont des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, avec l'exemple de Khan Academy, c'est au niveau du traitement du langage naturel ou de certaines fonctionnalités de la plateforme qui utilisent des technologies associées à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment ces deux perspectives-là. Autant des ressources très IA ou des ressources qui ont certaines fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle, comme Duolingo avec le traitement vocal, la synthèse de la voix, lorsqu'on pratique avec son téléphone, puis qu'on parle, puis que l'application reconnaît ce qu'on dit, ben ça, c'est du traitement de langage, de synthèse vocale. Donc, ça fait partie un peu de cet univers-là de l'intelligence artificielle, mais effectivement, il y a un gros range là, d'utilisation de l'IA. Merci beaucoup pour la précision. Plaisir. Je vais juste monter. S'il y a d'autres questions, on peut les voler dans le petit moment qui reste. Mais voilà, juste pour conclure, c'est vraiment, on conclut en invitant les gens à poursuivre et élaborer ce projet avec nous autres et voir l'élan. Surtout, je souligne les contributions, on a parlé de ça, l'élaboration stratégique d'autres institutions qui se pensent sur les grandes questions d'ensemble, du global. C'est ça. Aussi, les médias sociaux, est-ce qu'il y a une façon de faire quelque chose, un genre de crowdsourcing pour voir juste donner là-dedans ou faire un web crawler spécifique qui va nous aider. Donc, il y a toutes sortes de places où on pourrait aller avec ça, dépendant de qui embarque. Donc, voilà, c'est invitation ouverte. Donc, je vous remercie tous et mon copilote, Simon Parent, et à toute l'équipe de notre axe d'éducation et capacitation qui ont contribué pour faire notre projet, dont on est très fiers. Merci à Voilà. tous pour avoir venu. Simon, as-tu un mot à dire? Oui, donc j'allais dire merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.